Fabrice, c'est une vraie bouffée d'air, ton bouquin. non, mais c'est vrai. Non, c'est pas... Bon, c'est du Nicolino, mais quand même, dans cette ambiance d'élection, ces machins, c'est étouffante, minable, délétère, comme on dit. Et puis, les impasses et les cul-de-sac qui sont devant nous sont bien angoissants. Et tout d'un coup, là, ce bouquin fait du bien. Et tu sais, récemment, on a retrouvé Noam Chomsky. Ouais. C'était juste au lendemain de l'élection de Donald Trump. Et on pensait évidemment que Chomsky allait nous parler de ça tout de suite. D'ailleurs, c'est la première question que je lui ai posée. Il a dit non. La grande nouvelle, la nouvelle la plus importante, c'est la COP22 à Marrakech. The real issue, which was ignored pretty much in that, not only in Der Spiegel, but in the general coverage, is what's happening in Morocco. That's where the important events are taking place. And in fact, on November 8th, there was something much more important than the American election, namely in Morocco, the Marrakesh negotiated COP22, which is actually dealing with the question whether organized society will survive. That's much more important than the US election. J'ai l'impression que Chomsky s'est mis à faire du Nicolino. Bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu as fait ce bouquin ? Eh bien, c'est assez simple. En fait, j'étais ahuri, je le suis encore, bien sûr, de plus en plus. Chaque jour qui passe, je le suis davantage, mais j'étais ahuri par la tenue du débat pour l'élection présidentielle en France. Je trouvais effarant que tout le monde s'étripe, même les candidats qu'on présente comme proches de l'écologie, que ce soit Jadot ou Mélenchon ou Hamon, même ceux-là reste dans le cadre de la France, ce qui est, de mon point de vue, parfaitement ridicule. Pour la raison simple que l'écologie, comme on le sait, l'écologie scientifique, au sens scientifique, ignore complètement les frontières. C'est-à-dire que on est confronté à des problèmes bien sûr immenses, mais qui sont tous connectés les uns aux autres. C'est le principe d'ailleurs de base des écosystèmes, au fond. C'est que tout est connecté. Et donc, on n'est pas loin d'être dans une forme de crime, en tout cas, contre l'esprit humain. Et donc, moi, j'étais révolté, quoi. Donc, c'était ça le point de départ. Je me disais... D'où le titre du bouquin, ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui ferait de nous des humains, réfléchissant ensemble à un point de vue, j'ose le dire, universaliste. Universaliste, ça voulait dire quelque chose, et il me semble que tout cela a disparu. C'est la raison pour laquelle le parti vert ne fonctionne pas ici. Moi, j'ai un point de vue très radical et très dur, il faut être franc. Je trouve que c'est un parti corrompu, totalement corrompu, au moins sur le plan moral. Pour le reste, je n'ai pas d'éléments précis à donner, mais sur le plan moral, c'est un parti qui est complètement corrompu, mais qui l'est depuis les origines. Depuis ses origines en 1984, c'est une histoire qui n'est pas connue, c'est une histoire qui n'est pas assumée par ceux qui l'ont vécue, et je parle de tous les leaders du Parti vert, des gens comme, par exemple, Dominique Voynet ou autres, qui ont une bonne image auprès de certains. C'est une histoire terrible. Je pèse le sens de mes mots, c'est une histoire terrible. Tu te souviens sans doute de cette époque lointaine, il y a un peu plus que 20 ans, où Voynet essayait d'arracher le parti à Antoine Wechter. Clôture hier soir à Mâcon de l'université d'été des Verts, spectateur quelque peu impuissant de la guerre des chefs qui oppose Antoine Wechter à Dominique Voynet. Les militants écologistes semblent quelque peu désabusés, ce qui ne les a pas empêchés de faire la fête hier soir en Bourgogne. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Alexis Marant. On les disait tristes et divisés. Même s'ils ne dansent pas ensemble, Antoine Wechter et Dominique Voynet sont sur la même piste. Les Verts, qui vont avoir 10 ans, connaissent une crise de croissance. À l'intérieur, on dénonce une cacophonie ambiante, d'où la difficulté de s'intégrer clairement dans le débat politique. Les militants sont souvent moroses, parfois sceptiques, mais pas désabusés. C'est un blocage. Ce que nous devons réussir à faire, c'est de trouver les modalités de fonctionnement qui permettent le dialogue et permettent de réduire par conséquent la recherche de rapports de force permanents.
Pour Dominique Voynet, ce changement n'est pas fondamental. L'essentiel est d'être d'accord sur les questions de fond. Changer d'un porte-parole collégial pour une présidence, si on ne change pas l'état d'esprit, ça ne sert à rien. Et puis un état d'esprit, c'est pas par des règles qu'on le fixe, c'est par une volonté commune. Pour savoir si les Verts auront un président ou conserveront leur collégialité, il faudra attendre le vote final à l'Assemblée générale qui se tiendra à la mi-novembre. En vérité, ce sont des gens qui se désintéressent totalement des sujets qui me passionnent moi, qui m'obsèdent, je dirais. C'est-à-dire la crise écologique planétaire. C'est un parti politicien extrêmement ordinaire, avec des gens, à mon sens, je sais que c'est un peu dur de dire ça, mais c'est ce que je pense, avec des gens sans envergure qui font de la politique à l'ancienne, à coups de croche-patte, à coups de coups de poignard dans le dos. Et bon, l'exemple le plus flagrant tout de même, c'est cette pitoyable comédie autour du départ l'an passé, c'était comme il y a un an, de placer Cos, Pompili et de Rugy de ce parti dont certains le dirigeaient tout de même. Placé était un dirigeant de premier plan. Mais je prends un exemple très simple. Placé, c'est un individu atroce pour moi, atroce. C'est un mec qui... Invitez Nicolino, vous ferez des amis. Ah mais moi, je m'en fous complètement. Voilà. C'est cette façon de faire de la politique quand on prétend faire de la politique autrement qui, moi, personnellement, me dégoûte. Pour toi, dans cette campagne présidentielle, aucun ne prend la mesure de la question de l'écologie comme tu la considères. Non, Même non, pas Mélenchon avec son programme de la mer. Mélenchon, je fasse attention à mes propos, mais Mélenchon, c'est un homme qui a fait un grand chemin, on peut pas le nier. Hein. Après 31 ans au Parti Socialiste et quelques années à l'OCI, secte politique bien connue des années 70, on peut dire qu'il a fait un grand chemin. Il a changé de point de vue, il a intégré des considérations écologiques à son programme, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Néanmoins, pour moi, il reste fondamentalement un productiviste. C'est sûr que ça hérissera le poil des gens qui l'aiment bien, mais par exemple, à son dernier grand meeting à Lyon, où il avait envoyé son hologramme à Aubervilliers, eh bien, son mot d'ordre principal, c'était repousser les limites de l'humanité. Avec 3 secteurs dans lesquels l'humanité pouvait se projeter en avant, en repoussant ses propres frontières, la mer, l'espace et le numérique. Combien de fois je vous ai parlé de la mer ? Nous avons tous les moyens de l'explorer, tous les moyens techniques, tous les moyens scientifiques, tous les équipages. De la mer, j'attends, dans l'économie de la mer, en y injectant une part des 100 milliards d'investissements que nous allons mettre dans la production, dans l'investissement, car nous allons mettre 100 milliards. Les autres disent qu'ils veulent les enlever, ils ne se rendent pas compte. Le pauvre corps de la France, déjà si flasque, on est à l'os, eux, ils veulent encore enlever 100 milliards. Nous allons rajouter 100 milliards d'investissements pour rattraper tous ces retards. Et une partie ira dans cette économie de la mer. Par conséquent, il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à investir. Il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à inventer. Et là, je me suis dit, c'est pas la première fois que je me le dis, mais disons, ça a été pour moi une confirmation que Mélenchon, non, il n'est pas écologiste, parce que l'écologie, c'est fondamentalement, à mes yeux en tout cas, c'est la découverte de la limite. Il y a des limites au pétrole, il y a des limites à l'eau qu'on peut distribuer, il y a des limites à l'air qu'on respire, tout ça, c'est cette découverte-là. Et lui, semble-t-il, n'a pas vu ça, et ce qu'il nous propose, c'est donc de dépasser ces limites, et dans le domaine de la mer que tu évoques, qui est crucial pour moi, parce que la mer est victime d'une sorte de collapsus biblique, quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre, tout le monde s'en fout parce que ça se passe sous la surface et que personne n'y va, mais il y avait des équilibres écosystémiques vieux de plusieurs millions d'années, stable. La pêche industrielle arrive là-dessus, il y a un peu plus que 100 ans, et détruit en l'espace de 100 ans, ce qui est incroyablement court, ces équilibres. L'exemple bien connu, c'est celui de la morue sur les bancs de Terre-Neuve, qui est un exemple extrêmement intéressant, parce que la pêche à la morue a assuré la richesse extraordinaire d'armateurs pendant des siècles et des siècles, depuis l'Espagne, depuis la côte galicienne en Espagne jusqu'à la Norvège. Il y avait des armateurs qui envoyaient des bateaux sur les Terre-Neuve, ils ramassaient du poisson et de la morue, mais par milliers et dizaines de milliers et centaines de milliers de tonnes, et tout ça pendant des siècles. Finalement, ça a décru avec l'arrivée de la pêche industrielle, et en 1993, le Canada, où 30 000 personnes vivaient directement de la morue, a constaté l'effondrement des stocks et a dit c'est plus possible, la morue, bientôt il n'y en aura plus. On pense qu'à cette époque-là, il ne restait plus qu'1% du stock de morue
ayant peuplé cet océan-là, enfin cette partie de l'océan-là. Donc ils ont dit, on fait un moratoire, on arrête la pêche commerciale à la morue, de toute façon elle va s'arrêter. On arrête. Et on met 30 000 personnes au chômage. C'est une décision quand même courageuse et compliquée. Foutre au chômage des villages côtiers entiers, des pêcheurs, ils l'ont fait. Tu parles de Terre-Neuve, ces côtes-là. Ouais. Ils l'ont fait, sauf que malheureusement, l'écosystème, c'est pas, t'appuies pas sur un bouton pour la rallumer ou l'éteindre. Je veux dire, la morue n'est pas revenue. Ça fait plus de 500 ans que l'on pêche la morue dans les eaux canadiennes. Elle a été le pilier économique de nombreuses communautés de l'Atlantique. Mais depuis 30 ans, la morue a déserté les zones de pêche. Depuis 2010, les 4 stocks de morue de l'Est du Canada ont le statut d'espèce en voie de disparition. Mais ce statut ne suffit pas à les protéger. Et voilà qu'il est question d'inscrire certaines populations à la liste des espèces en péril. Une démarche lourde de conséquences parce que toute pêche commerciale ou récréative serait interdite. Elle ne revient pas. Et donc, on voit là aussi quelque chose qui est colossal dans le domaine de l'écologie scientifique, c'est qu'on ne joue pas avec les écosystèmes. On ne peut pas décider par la seule volonté humaine, comme le fait trop souvent Mélenchon à mon avis, de ce qui va se passer. Et donc, Mélenchon, ce qui se présente comme écologiste, pour moi, la première des choses à dire, c'est que la mer est victime d'une agression inouïe. Ce que je veux dire, c'est qu'un écologiste, il doit commencer par dire, il faut s'attaquer à ce truc parce que les océans sont en train de vivre quelque chose d'apocalyptique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout au contraire dans son discours de Lyon qu'il faut industrialiser la mer. Et il l'a dit dans plein d'autres moments. Son idée, c'est non, il faut pas essayer de rétablir les équilibres qui sont menacés. Non, il faut aller plus loin d'une certaine manière et ouvrir la voie. Il ne le dit pas, mais c'est fatal. Ouvrir la voie à des entreprises comme Engie, comme EDF, comme Alstom, qui seront nécessairement derrière l'industrialisation de la mer par la voie de l'immersion d'hydroliennes géantes ou ce genre de trucs. Ce que réclame Mélenchon explicitement. Il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à inventer, à installer des machines éoliennes, hydroliennes. Comment se fait-il qu'au bout de ce quinquennat, il n'y ait toujours pas une éolienne en mer ? Des hydroliennes partout, des cultures d'algues géantes pour faire des biocarburants, c'est-à-dire du carburant automobile. Est-ce que vraiment c'est ça l'avenir de l'humanité ? On va faire des biocarburants à partir d'algues pour faire rouler nos putains de bagnoles ? Tu te vois comme un décroissant, Fabrice ? Parce que, non, ça me gêne un peu. Bêtement, comme tu fais la critique du productivisme, on dit alors d'accord, tout le monde est en train de dire d'accord, mais il a je dirais pas ça. Je reprendrai pas à mon compte parce que si tu veux, c'est absolument pas un mot universel. Moi, j'estime qu'on a besoin de mots universels qui parlent à l'humanité dans sa totalité, où qu'elle soit. Et le mot décroissant, il marche très grossièrement pour les petits bourgeois du Nord, mais il faut dire la vérité. C'est un mot qui est connoté politiquement, économiquement et même moralement. Je veux dire, c'est pas un mot que tu vas pouvoir défendre dans les zones rurales en Inde ou au fin fond du Zimbabwe. Non, bien sûr non. Fabrice, si on suit Naomi Klein, par exemple, si on suit ton collègue et mon collègue aussi, Hervé Kempf, j'en prends que deux. À chaque fois, ils disent, oui, bon, il n'y a pas de lutte écologiste sans une lutte contre le capitalisme. Alors, tu parles je suis très ami avec Hervé Kempf, j'en parle très tranquillement. C'est un homme que j'aime beaucoup, que je connais depuis fort longtemps. J'ai lu Naomi Klein. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense, si tu veux, fondamentalement que, bien sûr, ça mériterait beaucoup de discussions, mais je pense fondamentalement que la gauche et la droite, historiquement, c'est-à-dire depuis, on va dire très sommairement depuis 1789, depuis l'apparition du mot de gauche dans le vocabulaire politique, je pense qu'il y a eu finalement un accord implicite entre ces deux grandes forces pour augmenter massivement la production de biens matériels. La gauche promettant de distribuer de manière plus équitable ces mêmes biens matériels, la droite continuant comme elle a toujours fait, c'est-à-dire augmenter les inégalités et les privilèges de quelques-uns, mais fondamentalement, il y avait un accord sur l'industrialisation du monde et sur une conception productiviste du monde. Et je pense que ça valait pour les social-démocraties, ça a valu pour le mouvement communiste très largement, et donc je crois profondément qu'on est à la fin d'un cycle historique qui ne reviendra pas et que de nouvelles questions se posent. C'est bien naturel, de toute façon. Quand on entend, et moi je te pose même la question à toi, quand tu entends que notre mode de vie
impliquerait, s'il était appliqué à toute l'humanité, d'avoir 2 planètes et demie dont on ne dispose évidemment pas. Ou 5 planètes si on appliquait le niveau de vie américain au reste du monde. Quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses en tant qu'universaliste, en tant que gens attachés à l'égalité entre tous les êtres humains? Tu te rends compte que ça n'est pas possible, tout simplement. On the other side of the world, those people who are the most affected by climate change, most affected by environmental injustice, have the least responsibility for creating this crisis in the first place. Indila batu saro, inil saro, inil la takun ba batu. The amount of fossil fuel that we're combusting year on year is growing. We're going in completely the wrong direction. I've spent 6 years wandering through the wreckage caused by the carbon in the air and the economic system that put it there. 97%. Climate scientists agree the globe is warming, our climate is changing. It's due to fossil fuel burning and other human activities. Unfortunately, we are fighting this massive disinformation campaign to confuse the public. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. Il y a un moment où il faut avoir ce courage inouï de dire c'est fini, cette façon de penser le monde, c'est terminé. Et comment on peut repenser le monde de manière juste, de manière égalitaire, dans ces conditions-là. Et donc, il est clair qu'il faut arrêter d'en parler. Il faut remettre en cause notre façon de vivre. Et remettant en cause notre façon de vivre, alors, je pense que des questions politiques tout à fait normales et tout à fait justes se poseront. Qu'est-ce que c'est que l'égalité entre les gens? Par exemple, moi, je suis pour la disparition des transnationales. Je ne suis pas pour un accommodement. Je suis pas pour... Je veux dire, c'est ridicule d'espérer qu'on va pouvoir se mettre d'accord autour d'une table avec Monsanto ou Syngenta ou que sais-je, ou c'est des entreprises de destruction de la vie sur Terre, de destruction des sociétés humaines. Et donc, un programme politique qui oublie ça, pour moi, n'existe pas. Donc, tu es anticapitaliste, je ne comprends pas. Mais bien sûr, mais ça ne me dérange pas du tout de dire que je suis anticapitaliste, parce que, évidemment, je le suis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien davantage que cela, selon moi. C'est-à-dire, si tu veux, il y a quelque chose qui a dérapé, à mon avis, en tout cas, c'est mon point de vue, qui a totalement dérapé à partir du moment où on a industrialisé le monde. Et je pense que quelque chose a échappé complètement à la volonté humaine et au choix humain, au choix démocratique, au choix politique des humains. Et je pense que si on ne met pas en cause le modèle industriel qui, évidemment, s'incarne aujourd'hui dans le capitalisme démentiel. Mais bien sûr que je suis anticapitaliste, évidemment. Je veux dire, c'est pas un gros mot pour moi, j'ai toujours été anticapitaliste. Fabrice, ça fait 40 ans qu'on remet en cause. Il y a eu une prise de conscience, tu étais là, il y a eu une prise de conscience de la question écologique au début des années 70, mettons, et tout ce que tu dis sur la mer, tout d'un coup, il y a une vaste prise de conscience, et depuis, ça marche pas. Oui, mais... Il y a quelque chose de déconcertant et de décourageant. Là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le thème de penser, c'est penser les limites. C'est une phrase de Castoriadis qu'on adore répéter. Ouais. Et puis tout ce que tu décris, évidemment, sur l'état de la planète, c'est montré, c'est démontré, c'est prouvé, c'est ressenti, c'est vécu, c'est vu, etc. Et il semble que rien ne fonctionne. Alors, moi, si tu veux, mon point de vue, le voici. Hein. Je veux dire, le temps des idées, c'est-à-dire le temps pendant lequel les idées mûrissent, on va dire, c'est un temps long qui ne coïncide pas avec le temps des humains. Fondamentalement. Tu vois, je fais volontiers un rapprochement avec l'époque de la Révolution française de 1789. Si tu veux, il y a eu très grossièrement, on pourrait remonter bien plus avant, mais disons, on peut dire depuis le début du XVIIIe siècle français, on peut dire qu'il y a des milliers de gens qui se sont activés, sans en avoir forcément une claire conscience, à déconstruire l'imaginaire de la monarchie de droit divin, qui ont, par exemple, les colporteurs ont joué un rôle énorme dans cette histoire. Ceux qui colportaient de ville en ville, de village en village, des libelles, des petits livres, des petites
brochure qui se moquait du roi, de la cour, etc., etc. Tout ce travail de fourmi, tu as été essentiel. Et je gage qu'on n'aurait pas eu la Révolution française du 1789, qui a été une énormité. Enfin, je veux dire, remettre en cause la monarchie de droit divin, fallait quand même le faire. Je gage que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y a pas eu cette lente maturation des pensées et la déconstruction de l'imaginaire lié à la monarchie de droit divin. Et je fais le rapprochement avec aujourd'hui parce que c'est tragique ce que je vais dire, parce que la découverte de l'écologie, donc des limites de l'action humaine, ça date en effet, tu as raison, d'une quarantaine d'années. Il y a des précurseurs, mais disons fondamentalement dans la société, on a commencé à en parler sérieusement il y a 40 ans. Très bien. 40 ans, c'est peanuts, c'est que dalle. Dans les années 80, tout ça a disparu. Ça remonte d'une forme ou d'une autre, à mesure que la crise s'aggrave, selon moi. Mais ce que je veux dire, c'est que la maturation continue sous nos yeux. Je crois, en tout cas, qu'elle continue. Il y a des signes qui sont manifestes. Mais le drame pour les humains, c'est qu'il faut accepter quelque chose qui, à mon avis, est inacceptable. C'est-à-dire que les idées mûrissent à un rythme qui n'est pas le nôtre. Moi, je voudrais que tout le monde s'insurge aujourd'hui. Je souhaite ardemment une révolution, pas au sens, disons, léniniste du mot, mais une révolution, disons, autour des questions, des grandes questions de la crise écologique. Mais c'est évidemment pas moi qui en décide, ça serait trop beau. Fabrice, comment rendre cette révolution écologique, la rendre désirable quand à tous les coups, tu vois, on parle de frugalité, on parle de limites, il y a quelque chose de restrictif là-dedans. Les grands moments révolutionnaires, les grands horizons, les grands soleils rouges qui allaient se lever, etc., c'était un plus. Là, cette révolution que tu appelles de tes voeux, enfin à laquelle tu travailles, tu y auras consacré ta vie avec talent. Non mais sérieusement, c'est toujours un peu... Il y a quelque chose d'un peu punitif. Bon, non, je suis pas d'accord. Tu manges trop, tu machines trop. Non, je suis pas d'accord. Comment rendre ça désirable ? Je suis pas d'accord parce que la promesse de la révolution à laquelle je pense, c'est une promesse fabuleuse. C'est-à-dire, c'est une réconciliation de l'humanité avec elle-même, et c'est l'acceptation de ce qu'elle est vraiment, et c'est la promesse aussi de relations humaines incroyablement plus fertiles, heureuses, équilibrées, et rempli de promesses que la mer dans laquelle on est tous, dans laquelle on croupit tous autant qu'on est. He said all our modes of transportation, boats, trains, planes, cars, the way we produce our food, the way we build our cities, almost everything we do releases carbon dioxide, CO2. And that leads to climate change. The polar ice caps will melt. The seas will start to rise. There'll be more dangerous weather patterns, floods, droughts, wildfires. It sounded like some nightmarish science fiction film. Je crois qu'il y a des millions de gens en France qui sentent confusément que ça ne peut plus aller, ça ne va plus, que quelque chose est en train de nous pousser vers quelque chose d'abominable, de très très angoissant, une crise monstrueuse. Je vais en dire deux mots très concrètement. Et l'écologie, c'est oui, la situation est grave, mais oui, il y a des solutions. Il y a des directions dans lesquelles se rendre, et au bout de ce chemin qui est un chemin difficile, et en effet, mais il y a pas de miracle. C'est pas un chemin punitif, c'est un chemin de labeur commun, c'est un chemin de coopération, de solidarité, et qui n'est pas un chemin de rose, ça c'est vrai. Mais au bout de ce chemin, éventuellement, il y a des sociétés stables, des sociétés humaines stables et solidaires, où les gens se donnent la main, où les gens arrêtent de se cracher à la gueule ou de se taper dessus, et qui évitent la guerre, parce que ça ne t'a pas échappé. Je veux dire, le discours de la guerre est en train de monter dans les sociétés humaines qui sont toutes en crise. Je veux juste dire un truc qui me trotte dans la tête depuis 10 minutes, c'est, si tu veux, tu as des études concordantes, scientifiques, parues dans les plus grandes revues scientifiques de la planète, The Lancet, tout ce genre de trucs, bon, les trucs qui font autorité. Elles sont pas indiscutables, mais elles font autorité. Eh bien, il y a des études concordantes, au moins 3, qui établissent que une bande de terre qui va, grosso modo, du Maroc jusqu'à l'Iran, et qui passe donc par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Proche-Orient actuel avec Israël, la Palestine, l'Irak, la Syrie, etc. Bon, donc c'est une bande de terre où vivent actuellement 550 millions de personnes. Ces études disent que cette bande de terre décisive est en train de devenir
inhabitable à cause du dérèglement climatique et qu'on s'approche de températures diurnes qui atteindront 50 degrés avec des températures nocturnes qui ne descendront plus sous la barre des 30 degrés. Donc cette bande de terre décisive pour notre histoire à tous, elle est en train de devenir inhabitable. Et où vont aller, c'est une question stupide, mais où vont aller, où peuvent rêver d'aller ces gens qui ne pourront plus rester chez eux? Les discussions actuelles sur l'accueil des migrants me paraissent, c'est triste à dire, mais elles me paraissent un peu dérisoires. At 3-4 degrees, we will have heat waves which make many regions in the world not livable any longer. Agriculture will be collapsing around the equator. That would take us beyond being able to responsibly feed humanity. Some of the heat waves that are similar to what scientists are saying are going to be a lot more common. A couple of years ago in Europe, they had that massive heat wave that killed 35,000 people. India didn't get as much attention, but the same year, the temperature there went to 122 degrees Fahrenheit. This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with 100-degree temperature or more. 200 cities and towns in the West set all-time records. Du jour où il n'y aura pas 1 million de migrants à nos portes, mais 50 millions ou 90 millions, ce jour-là, je doute fort que les discours, y compris ceux de la gauche généreuse, que je partage d'un certain point de vue, je doute fort que ces discours serviront encore à grand monde pour faire face à cet afflux. Non, il y a une urgence immédiate, c'est-à-dire il faut stabiliser le monde. Il faut, dans mon bouquin, je parle de restauration de l'antique beauté du monde. Ça paraît un peu grandiloquent, mais pourtant, ça correspond à quelque chose que je ressens profondément. C'est quoi la beauté antique du monde? La beauté antique du monde, je te prends un exemple, tu vois, le Nil. Le Nil, c'est quelque chose, le Nil. Le Nil, c'est quand même plusieurs milliers d'histoires humaines. Il y a 85 millions d'Égyptiens qui vivent le long du Nil. De deux côtés du Nil, il y a le désert. Donc, si tu veux, si le Nil ne remplit plus les fonctions qui étaient les siennes pendant des millénaires, l'Égypte t'en parle plus. Or, la situation du Nil non, je ne vais pas dire désespérée, mais elle est tragique, disons, pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est qu'ils ont foutu avec les soviétiques au début des années 60 le barrage d'Assouan. Autrement dit, la perspective presque immédiate, c'est un delta du Nil qui va être submergé en partie par la Méditerranée. Avant que cet énorme barrage d'Assouan ne soit érigé, l'eau du fleuve véhiculait le célèbre limon fertilisateur venu d'Éthiopie jusqu'à la Méditerranée. Ce limon permettait au delta de résister à la mer en reconstruisant au fur et à mesure ce que les vagues arrachaient. Mais le barrage d'Assouan a arrêté brutalement cet apport et rompu un équilibre déjà bien fragile. À l'échelle du delta du Nil, c'est plus du quart de la surface qui sera submergée. Et là, ce sont des millions d'Égyptiens qui devront aller vivre ailleurs. C'est un fleuve qui est en train de mourir sous nos yeux. Alors l'antique beauté du monde, c'est précisément cela. C'est un fleuve en bon état écologique qui permet à une population de vivre sur ses bords. C'est ça qui est en train de disparaître, mais pas seulement en Égypte. Je te parlais de cette bande entre le Maroc et l'Iran. On peut aussi parler de l'Inde qui est dans un état absent. Ou la Chine. La Chine, figure-toi... Ça, c'est une nouvelle qui est fracassante, que j'ai transmise autant que j'ai pu, mais si tu veux, elle ne pénètre pas les médias français. Il y a de quoi se flinguer des fois. Parce que la Chine est dans un état, je crois que c'est le pays, à ma connaissance, c'est le pays qui est dans le pire état écologique imaginable sur cette terre. On n'en parle pas beaucoup. On continue à faire du commerce avec eux, on se rend compte fou de ce qui va se passer demain. Mais le gouvernement chinois a fait un recensement des rivières en Chine. Ils ont envoyé, je crois, 800 000, c'est à les dimensions de la Chine, 800 000 inspecteurs qui se sont baladés partout en Chine et qui sont allés regarder l'état des rivières, faire des cartes, cartographier tout ça, faire un recensement complet. On s'est rendu compte avec stupéfaction qu'entre les années 90 et aujourd'hui, 28 000 rivières chinoises ont disparu. 28 000 rivières chinoises ont disparu.
Comment c'est possible un tel bouleversement? Parce que ce pays est complètement dingue, il est parti dans une aventure qui va le conduire à la ruine définitive. Il dépasse pour l'instant la production industrielle des États-Unis, fort bien, mais c'est au détriment de la vie de tout ce qui vit en Chine. Et c'est un tel délire productiviste là-bas que les rivières ne coulent plus. Pour faire prendre conscience de tout ça, là, tu fais l'éloge des petits colporteurs du XVIIIe siècle. C'est vrai. C'est pas mal comme comparaison avec nous. C'est assez encourageant. Mais enfin, tu mets beaucoup de doutes sur la capacité des partis politiques à faire prendre conscience de tout ça. Et vers la fin de ton bouquin, même à la fin de ton bouquin, parmi les conclusions que tu tires, tu viens un peu sur le religieux, tu viens un peu sur la religion catholique, et puis alors c'est le pape. Tu vois dans le pape, celui-là, pas les précédents, quelqu'un qui porte une parole que tu approuves, ou peut-être qu'il a lu Nicolino, François. Sûrement. Bah oui, il a dit, je vais faire du Nicolino, moi aussi. Ouais. Alors bon, c'est pas exactement ça. Disons, voilà, mon sentiment, moi je suis à la recherche depuis de longues années, compte tenu de la gravité de ce qui se passe autour de nous, je suis à la recherche de ce que j'appellerais des accélérateurs de conscience, de prise de conscience. Le temps nous est compté. Je vais faire un parallèle qu'une grande partie des auditeurs de là-bas, si j'y suis, comprendront aisément. On est en 1940 en France. La situation est dramatique. L'armée française vient de prendre une dérouillée monumentale. Les Allemands sont à Paris. L'année suivante, les Allemands vont entrer en Union soviétique. Donc la situation est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire dans une période de crise aussi profonde? Il faut abattre le nazisme, il faut abattre le fascisme. Avec qui? Je pose la question. Avec qui on abat le fascisme? Je te rappelle, tu as peut-être lu ce livre de Daniel Cordier, alias Caracalla, qui est pour moi une merveille. Daniel Cordier, je le dis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a été secrétaire de Jean Moulin. Il écrit un bouquin, il y a peut-être ça 5 ans, alias Caracalla, il raconte son aventure. Il a 17 ou 18 ans en 1940. Il est fasciste, c'est un fasciste, il est antisémite. Il est Action française, c'est vraiment une petite crapule, on a envie de lui casser la gueule, mais je veux dire, il prend un bateau, il est nationaliste, il ne supporte pas le discours de Pétain qui dit armistice, on laisse tomber, il prend un bateau, il arrive à Londres, il se retrouve, un peu par extraordinaire, dans le petit staff autour de Gaulle, quelques centaines de gens, dont beaucoup d'une droite dure, d'une droite répugnante, qui aujourd'hui nous répunerait. Et c'est ça le gaullisme. Et la résistance antifasciste en France, c'est l'alliance entre des staliniens pour qui j'ai aucune sympathie, je le dis d'emblée, et des gaullistes pour qui j'ai pas non plus énormément de sympathie. Mais je veux dire, on a créé quelque chose parce qu'il y avait un ennemi absolument épouvantable et qu'on n'avait pas le choix. On n'allait pas attendre que l'histoire nous resserve les plats et nous redistribue les rôles et que tout aille bien. Non, il fallait faire avec cette situation épouvantable. De la même façon qu'il fallait s'appuyer sur Staline et l'armée rouge stalinienne, Dieu sait, pour abattre le fascisme allemand. Et si je fais ce rapprochement, c'est parce que, pour moi, l'urgence, elle est totale et on est en face d'un monstre protéiforme extrêmement menaçant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de réunir tous les anticapitalistes décidés de la planète? On va peut-être pas être aussi nombreux que ça. Ou est-ce qu'on essaie de voir quelle convergence trouver avec des gens qui sont éloignés de vous? François, dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'en sais? On lui a beaucoup reproché, moi je connais pas le fin mot de l'histoire, on lui a reproché beaucoup son comportement sous la junte argentine, et peut-être qu'il y a du vrai, je n'en sais rien. Mais le fait est que cet homme qui est à la tête de l'Église avec 1,3 milliard de catholiques derrière lui, assez brutalement, pond une encyclique, Laudato Si, qui est un... Quand j'ai lu ce truc-là, c'est consacré exclusivement à l'écologie. Il dit des choses qui sont stupéfiantes, C'est vraiment une remise en cause, mais on n'attendait pas ça d'un pape. Le pape François lance un message écologiste. Pour la première fois dans l'histoire du Vatican, une encyclique est consacrée à l'environnement. Le souverain pontife appelle à défendre, je cite, notre maison commune. J'appelle à des actions courageuses et responsables pour rediriger nos pas et éviter les effets les plus sérieux de la détérioration de notre environnement causée par les activités humaines. Je suis sûr que nous pouvons faire la différence. J'en suis sûr.
Voilà, je veux dire, c'est le pape François, et j'ai rien à voir avec le monde catholique a priori, mais putain, il faut unir des forces disparates, parce que sinon, laisse tomber, quoi. Je veux dire, laissons tomber. Dans ce cas, laissons tomber, parce que comme les écosystèmes, si tu veux, ça décline pas de manière linéaire, ça décline pas comme ça, lentement, mais sûrement, vers je ne sais quelle fin. Non, tu as des effets non linéaires, c'est-à-dire tu as des effets d'effondrement. Ça paraît stable, et le lendemain matin, si tu veux, il y a quelque chose qui a pété. Et tu peux pas réparer. C'est le truc de la morue sur les bancs de turn-up. Tu peux pas réparer. T'es pas Dieu le Père. Tu vas pas appuyer sur un bouton céleste pour dire on relance l'écosystème. Non, ils se sont effondrés, nom de Dieu. Ils se sont effondrés. Voilà la situation par du poisson dans le monde, mais c'est... Bref, je veux dire, le temps nous est compté. Il faut trouver des alliés. Pas des alliés, je veux dire, je ne m'allierai jamais des fascistes ou des ordures comme ça. C'est sûr que non, jamais, je préfère mourir. Mais il y a des gens avec lesquels trouver des points de convergence. Putain, les cathos, quoi qu'on pense d'eux, dans la Seconde Guerre mondiale, t'as un nombre X de cathos qui sont portés en avant dans cette bagarre contre le fascisme. Je veux dire, s'ils peuvent pas se mettre en avant dans la bagarre contre la crise écologique, je te dis, replions nos Gaules tout de suite, quoi. On finit là-dessus, sur l'éloge du pape. Le pape, ça te va comme chute. Ouais, je veux dire, disons que le pape, c'est un personnage qui incarne une forme d'espoir. C'est-à-dire, plus il était éloigné des pensées, par exemple, qui sont les miennes et de tant d'autres, d'ailleurs, et plus c'est encourageant de voir le chemin qu'il a parcouru. Je veux dire, il vient de loin. Il vient de loin, ce mec. Et ce chemin, c'est encourageant, parce que ça veut dire qu'on peut venir de fort loin et se rapprocher autour d'un combat commun. Entendons-nous, c'est pas seulement un combat écologique pour la planète, c'est un combat et d'ailleurs François est dans ce registre-là. Hein, c'est un combat pour la justice, mais la justice planétaire. La justice planétaire, c'est pas la justice en France. Parce que la justice en France, ça peut vouloir dire l'injustice ailleurs. Tu vois, c'est ça qui va pas dans... Je veux dire, la gauche, toutes les gauches, elles ont un super problème avec l'universalisme. Je veux dire, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, mais cet universalisme-là, c'est paumé en route. Je te rappelle, tu connais très bien cette histoire-là. Je veux dire, la colonisation, c'est un truc qui a été largement soutenu par une partie des gauches du monde. Et je veux dire... Moi, j'appelle, dans mon bouquin, mais j'appelle depuis longtemps, à trouver l'énergie d'une déclaration universelle des devoirs de l'homme. Parce que ça va bien, tu vois, je veux dire, quand une espèce comme l'espèce humaine a acquis un pouvoir, une puissance pareille sur tout ce qui vit à la surface de la Terre, elle n'a plus seulement des droits. Elle a aussi des devoirs. En tant qu'espèce archi-dominante sur cette terre, on a le devoir, mais impérieux, de défendre tout ce qui est vivant. Putain, on n'a aucun droit à détruire des formes vivantes. On n'a aucun droit à faire... Je te dis un truc, excuse-moi de... Mais par exemple, quand même, je veux dire, si on en reste à la France, je trouve sidérant qu'un mec comme Jadot, par exemple, ou d'autres, ne soient pas capables de dire que la France est en train de vivre une apocalypse muette qui est attestée. T'as la moitié des papillons qui ont disparu en France. La moitié. T'as la moitié des oiseaux qui ont disparu depuis 1960. Les grenouilles se cassent. Tout ce que je te dis, c'est documenté. C'est des chiffres officiels qui sont béton, autant qu'un chiffre peut être béton. T'as les grenouilles qui se cassent, les abeilles, tout le monde le sait, se font la malle. Les abeilles, des pollinisateurs qui travaillent gratuitement pour nous à notre service. Putain, je veux dire, c'est incroyable. Et ce que je veux dire, c'est que cette apocalypse muette, j'en dis un mot dans mon bouquin. L'été passé, j'ai fait 2500 bornes en bagnole. Je ne conduisais pas parce que je suis un peu esquinté sur les bords, mais en tout cas, 2500 bornes en bagnole en France. Putain, le pare-brise intact. Pas un insecte, pas un truc, rien. Avant, écoute, Daniel, merde, je veux dire, avant, tu faisais 300 bornes à Paris, sur les routes françaises, tu étais obligé de sortir ton truc, tu es obligé de nettoyer le pare-brise, que c'était constellé. Ça n'existe plus. Il se passe sous nos yeux quelque chose qui est fulgurant. Et donc, c'est maintenant, c'est pas après-demain matin qu'il faut se réveiller. Pour les insectes sur les pare-brises. Voilà ce qui compte vraiment. Merci Fabrice. Je t'en prie, merci Fabrice Nicolino. À bientôt. When you see communities who are thrown into the front line, you see the incredible transformation. They become stronger, they stand up. So here's the big question.
What if global warming isn't only a crisis? What if it's the best chance we're ever going to get to build a better world? Change or be changed.